Nous sommes de retour sur le plateau de TV Finance pour cette édition du 21 septembre 2023. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant et merci beaucoup pour votre fidélité. Désormais, il est l'heure de retrouver en plateau notre invité, monsieur Christian Parizeau. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Christian, vous êtes président d'Altair Economics et on va revenir avec vous dans un premier temps sur les propos de Jérôme Powell, propos qui ont douché les marchés financiers ce matin. Le CAC perd plus de 1,30% ce matin à 7234 points. Pourtant, vous m'avez dit que tout n'était pas si sombre. Oui, alors ça a même bien démarré, parce que sur le coup, on a eu les prévisions que nous ont données les membres du FOMC, les différents membres qui se réunissaient de ce comité de politique monétaire, et ils nous ont donné des prévisions qui étaient plutôt le scénario en rose, on va dire le scénario en or, comme on appelle ça sur les marchés. C'était quoi? C'était d'une part qu'on avait bien un ralentissement de l'inflation attendu dans les prochains mois, prochaines années, donc on était quand même sur une efficacité de la politique monétaire attendue, mais dans le même temps, on était sur un simple ralentissement de l'économie américaine. Alors juste pour mémoire, en juin dernier, ils nous annonçaient une récession. Ils disaient que la récession était imminente. Donc là, ils ont quand même révisé en nous disant c'est un simple soft landing, on a un atterrissage en douceur, et surtout l'élément peut-être central, et là ça a été quand même l'élément qui était très positif dans les mots de monsieur Powell, ils nous ont dit on n'a pas besoin forcément que le taux de chômage remonte énormément aux États-Unis, on pourrait avoir un ralentissement de l'inflation avec un marché du travail qui reste, avec un taux de chômage qui reste bas. Alors pourquoi? Parce qu'il a mis en avant le fait qu'aujourd'hui on a d'une part une demande de travail des entreprises qui commence un petit peu à être un peu moins forte, notamment parce qu'on a vu que le nombre de postes vacants, le nombre de postes non pourvus était véritablement en nette diminution sur les derniers mois, donc ça montre que les entreprises ont moins besoin de main d'œuvre. Il y a un ralentissement économique, c'est un peu normal quand même qu'on embauche un peu moins. Et puis de l'autre côté, on a vu que du côté de l'offre de travail, du côté des ménages, on avait de plus en plus d'Américains qui venaient sur le marché du travail, et donc finalement on a peut-être moins de tension salariale sur le marché du travail, on a moins de tension sur le marché du travail avec un taux de chômage qui reste très très bas. Et donc ce que pensent les membres, c'est que finalement le taux de chômage ne va pas remonter comme par le passé. Donc c'était le scénario en or, quoi. Moins de croissance, certes un peu moins de croissance, mais moins de tension inflationniste et un taux de chômage qui reste bas. C'était plutôt un scénario plutôt positif. D'ailleurs, on a vu dans un premier temps, la bourse a un petit peu baissé, puis finalement elle s'est reprise assez rapidement en se disant que c'était le scénario en or qui était décrit à travers ces prévisions. Mais finalement, le scénario n'est pas si en or massif que ça. Il est plutôt même, malgré tout, plutôt pessimiste. Les investisseurs ce matin sont voilà. ont le bec dans l'eau. C'est là où M. Powell a un peu cassé, un peu douché tout ça. Alors d'une part, il a dit que ce scénario n'était pas forcément celui qui privilégiait. Bon, ça c'est son opinion. C'est pas forcément cet élément-là qui était le plus important. L'élément peut-être le plus important, c'est qu'il a signalé que finalement l'économie américaine était très résistante. Alors on va dire c'est bien, c'est positif. Elle est solide, la croissance est là, mais il se pose la question, on se dit, mais si elle est résistante, c'est peut-être parce qu'on n'en a pas fait assez. Alors deux choses l'une, soit c'est parce que c'est à venir, parce qu'on a finalement une diffusion de la politique monétaire qui va arriver, qui est plus lente que prévu, et donc on va avoir un impact beaucoup plus fort sur la croissance dans les prochains mois, donc on n'a pas forcément besoin d'aller plus haut, mais ça veut dire qu'on n'a peut-être pas ce scénario de ralentissement et on va avoir des mauvaises surprises sur l'économie, ou alors, et ce qui semble privilégié pour l'instant, c'est que l'économie est beaucoup plus forte que par le passé, et donc il va peut-être falloir monter plus les taux que par le passé pour véritablement atteindre l'objectif d'inflation à 2%. Alors il a dit attention, le chemin est encore long pour arriver à ces 2%, et donc il a dit il y avait encore peut-être encore pas mal de hausses de taux à attendre. Alors c'est vrai que les membres... Pas mal de hausses de taux à attendre parce que les marchés pour l'instant, jusqu'à la fin de l'exercice 2023, on en anticipe une. Voilà, mais ça c'est ce qui est marqué. Là, vous dites que 2024 potentiellement... Alors, il a été vague naturellement, mais si vous lisez le dot chart, ce qu'on appelle le dot chart, c'est-à-dire que c'est un graphique qui montre toutes les prévisions qu'ont chaque membre sur le niveau des taux d'intérêt en fin d'année, ils nous disent qu'il y aura une hausse des taux et seulement l'année prochaine, une baisse de 50 points de base des taux directeurs par rapport au niveau de fin 2023. Mais attention, au mois de juin, c'était 100 points de base qu'ils nous disaient. Okay. Donc ça veut peut-être dire que d'une part, ils vont peut-être baisser moins les taux qu'anticipés, et surtout, ça veut dire qu'ils vont surtout maintenir les taux durablement plus longtemps élevés. Et donc ça, c'est quand même un élément assez négatif. Alors par contre, il y a quand même un petit point positif qui nous a dit, c'est qu'il y a moins d'urgence aujourd'hui à la Banque centrale d'intervenir. Il y a quand même un mouvement de désinflation qui est mis en place, et donc ils peuvent être un petit peu plus
fin dans le réglage de la politique monétaire, mais par contre, il a clairement cassé toute idée de baisse des taux, ce n'était pas du tout l'objet aujourd'hui, et il a clairement inscrit au marché, il a clairement dit, finalement, soit l'économie doit ralentir plus, ou soit on va plus monter les taux. Donc c'est quand même un scénario qui casse ce scénario en or qu'on avait commencé à avoir en disant que tout allait bien et que finalement on aurait finalement le beurre et l'argent du beurre avec une croissance qui ralentirait pas et une inflation qui allait reculer sans que la Fed casse la croissance. Donc oui, il y a un scénario en or qui existe, mais c'est quand même un scénario qui est aujourd'hui le moins sûr, le plus incertain, le plus difficile, et il y a quand même des scénarios beaucoup plus négatifs. Alors après, il a aussi listé tous les facteurs de risque, risque de shutdown de l'administration américaine, risque, les ménages américains vont devoir de nouveau rembourser leur crédit étudiant, donc ça peut peser sur la consommation, la hausse des prix de l'énergie. Alors lui, il a vu que sur l'aspect impact sur la consommation, il n'a pas vu vraiment sur l'aspect inflation. Pour lui, c'est plutôt un élément qui va peser sur la consommation. Les différentes grèves qui créent de l'incertitude sur les salaires, puisqu'on avait vu, on avait une grève dure chez UPS, on a une grève dure en ce moment au niveau des constructeurs automobiles. Donc tout ça fait que véritablement, il y a des incertitudes très fortes. Et il a dit, il y a encore pas mal d'éléments qui ne dépendent pas de nous, qui peuvent faire déraper le scénario. Donc clairement, la Banque centrale va rester, comme il nous le dit, data dependent, c'est-à-dire qu'on n'a pas de visibilité et on prend la décision meeting après meeting. Donc en gros, ce qu'espéraient les marchés, c'est de dire on approche de la dernière hausse des taux, peut-être une, mais après on a une visibilité sur ce que va faire la Fed. Et on ressort de cette conférence de presse, on se dit finalement, on continue d'avoir une navigation à vue, on ne sait pas trop bien où on va, et finalement la Fed n'est toujours pas contente aujourd'hui de ses projections d'inflation, et elle estime qu'il faudra peut-être faire beaucoup plus pour ralentir l'économie. Donc c'est un signal qui est quand même très mauvais. Alors à titre personnel, je dis juste rapidement, moi je pense que quand même on va être surpris, on risque d'avoir une dégradation de l'économie américaine dans les prochains mois. Donc le soft landing, on oublie en fait en réalité, parce que non, c'est le hard landing, ouais, c'est ça. Ça se passe jamais bien, ça c'est le scénario idéal, mais je pense que si j'avais un biais, ça serait plutôt un biais aujourd'hui, c'est risque plutôt de dégradation de l'économie, mais en tout cas, ce que nous dit M. Powell, c'est qu'il n'y a pas de visibilité. C'est qu'il n'y a pas de visibilité, même s'ils ont relevé leur prévision de croissance pour 2024. Ils constatent surtout que l'économie résiste bien pour l'instant, mais attention, parce que, encore une fois, c'est un peu comme un élastique qui se tend, donc pour l'instant, on voit qu'il y a des tensions sur l'économie américaine, mais qui résiste, et puis d'un seul coup, ça va lâcher. Et moi, ce que j'ai un peu peur, c'est qu'à un moment donné, on a une vraie dégradation de l'économie américaine. Bon, je reconnais aujourd'hui, on ne le voit pas, mais si j'avais un côté à pencher entre le scénario d'un ralentissement et un scénario de récession, je pense qu'on reste toujours dans le scénario de récession. Alors le seul problème, c'est qu'on a tellement annoncé cette récession, ça fait plus un an qu'on annonce la récession, que les marchés ne finissent par plus y croire. Mais je pense qu'il y a un vrai risque aujourd'hui, avec ce qui se passe aux États-Unis, qu'on ait une vraie dégradation sur la fin de l'année de l'économie américaine. Mais en tout cas, pour l'instant, aux yeux de M. Powell, très clairement, le job n'est pas fini. On peut aller plus loin et de toute façon, ça veut dire pour les marchés des mauvaises nouvelles, quoi qu'il arrive. Soit on a une récession et donc ils feront un statu quo, soit véritablement on est sur une Fed qui va être beaucoup plus agressive qu'on l'anticipait. Écoutez, on verra bien tout ça. En tout cas, merci Christian pour votre franchise. On va basculer cette fois-ci dans la zone euro et avec la BCE. La BCE, alors c'est un papier qui a été publié par Reuters il y a 2 jours, qui nous expliquait que la BCE fourbissait ses armes pour toujours lutter contre l'inflation, et notamment via la réduction de l'excès de liquidité dans le système bancaire. Comment elle va s'y prendre? Comment elle peut faire? Alors c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'on était tous joyeux en se disant, même les marchés, on se dit, bon ça y est, la BCE on a fini, ils ont ramené les taux directeurs à des niveaux élevés, ça y est, il n'y aura plus de hausse de taux, en plus les perspectives économiques sont pas très bonnes sur l'Europe, on commence à parler de stagflation, donc on n'est pas forcément sur quelque chose de très favorable, et puis on commence à voir vraiment l'impact de la hausse des taux sur l'économie. Alors ceci dit, on a eu quand même plusieurs membres qui ont commencé à communiquer, et notamment ce papier de Reuters, mais on a eu aussi M. Casimir aussi, qui a sorti des déclarations autour de ça, qui nous indique que oui, on en a peut-être fini avec les taux, mais on n'en a pas fini avec la reprise de liquidité. Alors, un des justificatifs à ça, c'est de dire on a aujourd'hui trop de liquidité dans le secteur bancaire, et ça limite la diffusion de la politique monétaire dans l'économie, et donc les banques ont trop de liquidité, il va falloir reprendre cette liquidité. Alors ça, c'est un point de vue, je ne partage pas forcément, mais peu importe. Pourquoi vous le partagez pas? Parce que finalement, on s'aperçoit qu'il y a quand même eu une partie des remboursements de ce qu'on appelle les TLTRO. Les banques ont remboursé une partie des liquidités qu'avaient injectées et vont continuer dans les prochains mois. Et qu'au niveau des banques, aujourd'hui, on a les coûts des ressources qui augmentent assez rapidement. D'ailleurs, c'est ce qui explique pourquoi le secteur bancaire ne profite pas tant que d'habitude des mouvements de taux et de la remontée des taux, puisque finalement, on a bien une remontée des coûts de refinancement des banques, donc des coûts des ressources des banques. Donc, globalement, je ne suis pas
hyper convaincus, mais derrière ça, il y a un autre élément qui est très clairement mis, c'est qu'ils veulent véritablement accélérer de ce qu'on appelle le quantitative tightening. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la Banque Centrale Européenne a acheté énormément de dettes d'État, qu'elle détient dans son bilan, et tant qu'elle maintient ce portefeuille obligataire inchangé, c'est une dette qui est stérilisée pour les États, puisque quand l'État français verse des intérêts, ça va à la Banque de France qui le reverse à l'État français. Donc c'est une dette qui coûte rien, quel que soit le niveau des taux, qui coûte rien à l'État français. Le jour où la Banque Centrale décide de ne plus renouveler les titres qui arrivent à échéance, et ben c'est une dette qui augmente, une dette en circulation qui augmente et donc qui coûte de l'argent aux États. Donc ça augmente la contrainte financière sur les États, ça augmente la charge de la dette, et puis d'autre part, ça revient à détruire la liquidité, puisque finalement, on a bien compris, quand la BCE a acheté cette obligation, elle a créé un euro, elle achète l'obligation, et après c'est un euro, il a circulé dans le système financier. Quand ne va pas renouveler ce 1 euro, l'État va emprunter 1 euro sur les marchés, mais on a bien une destruction de son côté. Mais est-ce que c'est le moment justement, alors où vous nous dites que justement, a priori, les perspectives sont plutôt sombres concernant la croissance économique? Alors c'est là surtout que c'est quelque chose que n'a pas intégré le marché, c'est d'une part reprise de liquidité, donc ça veut dire plus finalement de besoin de financement des États, et donc ça peut faire plus monter les taux. Et puis ce que n'a pas intégré les marchés, c'est que ça veut dire qu'il y a quand même derrière ça, c'est pas parce qu'on laisse inchanger les taux qu'il n'y a pas un durcissement supplémentaire de la politique monétaire attendue par la BCE. Donc derrière, via quel outil justement? Via justement le fait qu'ils vont peut-être accélérer la réduction de la taille de leur portefeuille obligataire. Donc s'ils accélèrent sur ce point-là, ça veut dire qu'il y a encore des durcissements de politique monétaire à attendre, et que le statu quo sur les taux n'est pas un statu quo sur le durcissement de la politique monétaire. Et ça, pour l'instant, je pense que les marchés n'ont pas du tout intégré dans leur perspective. Ok, je comprends. Vous dites que potentiellement, en plus, si on devait l'intégrer, ça augmenterait le poids de la dette des États et de la charge de la dette, mais surtout le poids de la dette des États. Il y a des statistiques qui sont tombées cette semaine qui disent que le poids de la dette mondiale a encore augmenté. Je crois que le ratio de dette sur PIB est passé de 363 à 366%. Est-ce que c'est grave? Alors, oui et non, comme toujours. Oui, alors ce serait grave s'il y a des risques de défaut, et on n'en est pas encore là. Il y a une gestion de cette dette, mais c'est quand même assez inquiétant dans le sens que c'est quand même les pays développés qui concentrent l'essentiel. 80% de cette hausse, c'est États-Unis, Chine, Royaume-Uni, Japon et France. Donc c'est pas très satisfaisant quelque part que ça soit les pays développés qui s'endettent comme ça. C'est de la dette publique en général, donc c'est les contre-effets naturellement liés à différents chocs que l'on a subis. Mais c'est naturellement, ça devient vraiment inquiétant, parce que ça retire clairement de la flexibilité budgétaire à de nombreux États. Puisque maintenant, on a bien compris qu'on revient vers une normalisation au niveau des taux d'intérêt. Ça intervient à un moment où on a une transition énergétique à faire, des investissements et un rôle de l'État qui augmente énormément dans l'économie, et avec cette contrainte financière qui va être de plus en plus importante pour les finances publiques. Donc ça veut dire que plusieurs choses, c'est qu'on sort d'un monde dans lequel on avait finalement les politiques monétaires qui jouaient des rôles contracycliques, qui atténuaient énormément les chocs, et on avait derrière l'arme budgétaire qui permettait d'agir de manière très importante grâce à des taux très bas. Tout ça, c'est en train d'exploser. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, on revient dans des vrais cycles économiques avec un policy mix beaucoup moins favorable. Donc ça peut entraîner de la volatilité sur les marchés, et puis surtout, ça laisse toujours présager un risque sur les dettes, sur ces dettes qui restent très importantes, et on sait que c'est très très long pour désendetter les États, pour diminuer cette dette. Donc c'est pas des statistiques qui nous permettent quand même d'être très optimistes. Mais si je vous entends bien, Christian, vous n'êtes pas très optimiste en règle générale, enfin actuellement évidemment, et sur les sujets qui nous intéressent, puisque vous nous dites que finalement le soft landing aux États-Unis, on y croit quand même très peu. En Europe, vous nous dites que un ensemble de facteurs font que potentiellement la croissance va être ralentie. On va continuer dans ce scénario un peu sombre. La dette des entreprises en France aussi, pareil, a explosé. Est-ce qu'il faut craindre un nombre de défaillances de plus en plus important? On voit qu'il augmente. Oui, c'est reparti à la hausse les défaillances. Alors il y a plusieurs éléments. C'est qu'on voit qu'il y a maintenant, on a fini les aides liées au Covid, on a eu des activités qui ont redémarré, mais aujourd'hui on voit qu'il y a pas mal de dépôts de bilan au niveau notamment des secteurs comme la restauration, l'hôtellerie. Donc ça montre qu'il y a quand même un choc de cette crise qui commence à se payer. Alors ça a été retardé, et c'est vrai qu'on a été assez étonné parce que ça a mis du temps à être visible dans les statistiques, et on s'attendait à quelque chose de beaucoup plus rapide. Mais c'est vrai qu'on a eu tout ce coussin des aides publiques qui a limité un temps l'ajustement, mais on a ces ajustements
éléments qui arrivent. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on est encore sous plein d'effets des dépenses publiques, des aides qui ont été mises en place, qui ont limité un peu les chocs, mais il va falloir revenir à quelque chose de beaucoup plus normal et ça passera forcément, alors c'est pas forcément très gentil de dire ça, mais par une purge, mais quelque part, il va falloir à un moment donné véritablement qu'on paye le coût de cette crise. Et ce coût de cette crise, c'est quand même des licenciements, des restructurations d'entreprises. Et pour l'instant, ça s'est pas fait. Juste un élément, hein. On a bien vu que c'est quand même anormal aujourd'hui, qu'on a une productivité du travail très négative dans tous les grands pays. Les entreprises ne licencient pas malgré le ralentissement économique. À un moment donné, il va y avoir une pression sur les marges et il va y avoir cet ajustement. Donc forcément, conjoncturellement, je dirais, on annonce cette récession, elle n'arrive pas, mais elle va finir par arriver, il ne faut pas se leurrer. Et à un moment donné, il va falloir ajuster tout ça. Donc oui, ça va arriver. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'il y aura beaucoup moins d'inflation. La mauvaise nouvelle, ça peut que se traduire par un ajustement sur l'activité et une dégradation des marchés du travail. Je ne pense pas qu'on soit dans un scénario doré pour les prochains mois. Alors, il y a quelque chose sur lequel j'aimerais revenir. Pendant longtemps, on a parlé des entreprises zombies, très mal notées par les agences de notation, triple B. Est-ce que on est en train de se rendre compte que finalement, cette bulle triple B n'est peut-être pas arriver, ne va peut-être pas éclater finalement par la force des choses, parce que les entreprises ont profité de toutes ces aides dont vous nous parlez pour renflouer leur trésorerie. Du coup, par la force des choses, comment est-ce qu'on peut expliquer, est-ce qu'il faut craindre l'éclatement de la note de la bulle triple B? Alors il y a quelques éléments de soutien. Et ça, on le voit sur les grandes entreprises. Les grandes entreprises se sont refinancées souvent sur des maturités très longues avec des taux d'intérêt très bas. Donc, même si les taux d'intérêt remontent aujourd'hui, ça n'aura pas un impact. Ça sera lissé, en fait, au moment du refinancement, mais ça n'aura pas un impact à très court terme. On a aussi des grandes entreprises qui ont profité de l'inflation. Mine de rien, si vous avez 5-6% d'inflation, ça veut dire 5-6% de chiffre d'affaires en plus. Et donc, votre ratio endettement sur chiffre d'affaires, il n'est pas si mauvais que ça. Donc, l'inflation est une bonne chose pour les entreprises qui se sont endettées. Ça limite le risque de défaillance. Donc ça, c'est des éléments plutôt positifs. Par contre, dans les éléments négatifs, c'est qu'on voit une vraie dégradation, notamment des marges sur le tissu des petites entreprises, et beaucoup de petites entreprises commencent à souffrir. Et le mouvement de désinflation touche d'abord les petites entreprises. C'est elles qui n'ont pas la capacité à relever les prix. Les grandes entreprises maintiennent encore leurs marges, maintiennent encore leurs prix, mais c'est les petites entreprises qui, face au ralentissement de la demande et face à l'inflation, sont les premières affectées. Donc le signal qu'on commence à voir sur les petites entreprises montre qu'il y a quand même une fragilité, qu'il se passe quelque chose dans l'économie. Donc derrière, ça va forcément se répercuter sur les grandes, parce qu'à la terme, si les petites baissent leurs prix, les grandes vont avoir une pression un peu plus grande, et donc ça va jouer petit à petit. Donc le mouvement de désinflation va peser naturellement sur les grandes entreprises, et puis derrière, on a quand même un durcissement des conditions financières qui s'opère et qui feront qu'à terme, il y aura quand même un impact sur le coût de la dette. Donc il ne faut pas se leurrer, on a quand même un phénomène qui va rattraper, mais comme toujours, on est surpris parce que c'est plus long que ce qu'on aurait tendance à dire dans les 3 prochains mois, ça va être la cata. Non, ça met beaucoup plus de temps parce qu'il y a eu des facteurs de résilience et que ça met du temps à véritablement se concrétiser. Mais vraiment, les effets, les impacts vont se voir. Et je pense qu'aujourd'hui, sur le marché du crédit, il n'y a que des coûts à prendre aujourd'hui, très clairement, puisqu'on a un marché qui reste cher, qui est cher à juste titre, si on regarde le passé, mais si on se projette dans l'avenir, on peut se dire que quand même, il y a quand même des éléments de facteurs de risque à prendre en compte. Ok, très clair, merci beaucoup. Christian Parizeau d'avoir été avec nous ce matin. Christian Parizeau, président d'Altair Economics, et qui nous fait le plaisir de nous rejoindre régulièrement sur le plateau de Téléfinance. On marque une rapide courte page de publicité. Juste après, nous retrouverons le président des analyses techniques qui va nous présenter son dernier livre, Le pouvoir d'Ishimoku. À tout de suite sur Téléfinance.